Bonsoir à tous. Notre invité est docteur en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est chercheur associé à l'ESSEC Business School. Hervé Lado, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer notre entretien par l'accord de libre-échange dont la charte a été signée il y a quelques jours au Rwanda. Pour les profanes que nous sommes, c'est quoi cet accord et à quoi ça va servir surtout? Alors, c'est un accord qui permet aux pays africains d'échanger désormais librement, sans droit de douane, à terme, sans droit de douane, à la frontière entre les différents pays. C'est-à-dire c'est un marché qui s'ouvre à l'échelle de l'Afrique et qui permet donc de démultiplier les capacités d'échange des différents pays africains et qui permet aux populations désormais de ne plus seulement regarder l'Union européenne, mais également la zone régionale de l'Afrique. Ça veut dire qu'un commerçant de Bafoussam, par exemple, pourrait aller vendre, je prends un exemple, ces bananes plantains à Kigali sans payer des droits de douane. À terme, c'est ça l'objectif, c'est-à-dire à l'horizon 2022, parce que le marché sera complètement ouvert, c'est ça l'objectif dans cet accord, à l'horizon 2022. D'ici là, il faudrait petit à petit démanteler ces droits de douane qui obligent le commerçant de Bafoussam à payer un certain taux en fonction de sa marchandise pour rentrer sur le marché rwandais. Oui, la charte a été signée, mais d'ici 2022, il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire. Il faut dire que c'est un accord qui était prévu en réalité pour être signé après que les communautés régionales aient réussi ce parcours-là. Parce que... vous voulez dire la CEDEAO, la CAC, la CEAC, la SADC, l'Union du Maghreb arabe. Oui. Et aujourd'hui, on est tous un peu surpris, heureux à la fois et surpris aussi de voir que tout de suite, on parle de la zone de libre-échange à l'échelle africaine. Oui. Alors, oui, il y a des défis parce que les zones qui ont déjà été mises en place à l'échelle régionale ne fonctionnent pas tout à fait correctement. C'est l'année dernière, encore en 2017, que la CEAC recrutait un consultant pour mettre en place le tarif extérieur commun à l'échelle de la CEAC. Et au niveau de la zone CEDEAO, c'est en 2015 que le tarif extérieur commun a été mis en place. Oui. Donc on est à l'échelle, aux échelles régionales, encore en train de mettre en œuvre ce qu'on se promet de réaliser à l'échelle africaine seulement d'ici 2022. D'ici 2022. Il faut dire à nos téléspectateurs qu'il faut que les parlements des pays qui ont signé, il y a pour l'instant 44 pays, je ne me trompe pas, qui ont signé, il faut qu'un certain nombre de pays, dans un certain nombre de pays, les parlements ratifient cet accord. Oui. Est-ce que le risque existe de voir cet accord ne pas entrer en vigueur? Alors, en fait, ça, c'est peut-être la partie la moins difficile, au fond. C'est-à-dire que le fait de ratifier en soi, ça va être une formalité dans nombre de pays. Le Kenya l'a déjà fait il y a quelques jours, juste quelques jours après la signature. Donc, ça va normalement se faire. Oui. Mais le défi, c'est surtout au moment de l'application. Vous savez qu'au niveau de l'Union africaine, il y a eu 1700 décisions de prise depuis 2000, un peu plus de 1700, mais moins de 10% ont été mises en œuvre. Donc, vous voyez le défi énorme qui se pose lorsqu'on est à la fois content de voir cela arriver, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. On rêve de cette zone de libre-échange à l'échelle africaine depuis très longtemps. Alors, aujourd'hui, les chefs d'État, grâce au leadership du président Kagame, y arrivent, décident de le faire, mais il ne suffit pas de décider, il faut mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre. Concrètement, au niveau des volumes d'échanges intra-africains, qu'est-ce que ça va donner? Alors, aujourd'hui, en termes d'échanges commerciaux à l'échelle africaine, on considère que à peu près 16% des échanges globaux sont faits à l'intérieur de l'Afrique. Ce qui est très faible. Il faut quand même signaler qu'à l'échelle européenne, c'est plutôt plus de 70% des échanges intra-européens des échanges globaux sont réalisés à l'intérieur de l'Union européenne et qu'à l'échelle nord-américaine, c'est plus de 50%, à l'échelle asiatique, plus de 50%. En Afrique, on est à 16% à peu près.
Et si on va au niveau des régions, c'est encore plus préoccupant. Au niveau de l'Afrique du Nord, par exemple, on est à peu près à 3%. Ah oui, quand même. Oui. Donc, vous voyez que le défi est d'abord sous-régional. On n'y arrive pas encore à l'échelle sous-régionale. Est-ce que la dynamique qui va être lancée grâce à cet accord va obliger certains pays à lâcher du lest? Alors, un élément quand même d'optimisme, c'est que plusieurs pays d'Afrique du Nord, notamment, ont signé. Oui. L'Algérie. Alors, ce qui permet de penser qu'ils trouvent un intérêt quand même à ouvrir leur marché et à se projeter sur le reste de l'Afrique. Quand je vous écoute, j'ai envie de jouer les rabat-joie et de me dire, au fond, si ça se trouve, l'accord de Kigali est juste une opération de communication de plus. Non, regardons les facteurs qui sont favorables à cet accord. C'est-à-dire que depuis, sur 10 ans, oui. On parlait de 16% d'échanges intra-africains. Alors, il y a 10 ans, c'était moins de 10%. Donc, il y a quand même une dynamique favorable à l'ouverture. Maintenant, il y a une autre dynamique favorable, c'est la volonté politique. Oui. Elle a beaucoup manqué ces dernières années à l'Union africaine. Aujourd'hui, il y a une chance, c'est le président Kagame qui porte ce dossier et qui est le président en exercice de l'Union africaine. Avec quand même Mahamadou Issoufou du Niger. Alors, oui, il va se vexer si on ne dit pas qu'il est impliqué. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, et ça c'est l'autre avantage pour l'Union africaine aujourd'hui, c'est que les dossiers sont désormais confiés à des présidents, à un collège de présidents ou à un président qui pilote une équipe technique et qui rend compte à l'Assemblée générale. Oui. Ça, c'est tout à fait novateur et facteur d'efficacité. Alors, donc, on a ces facteurs favorables qui permettent d'espérer qu'avec ce momentum, cet élan qu'on observe à l'échelle africaine, on puisse amener certains chefs d'État qui seraient plutôt réticents. On en connaît, le Nigeria, l'Afrique du Sud. J'allais en venir. Est-ce que ça ne fait pas un peu désordre que le Nigeria, la première puissance économique du continent, fasse un pas chassé de côté lors de la signature de cet accord? Le Nigeria a, allez, on va dire 3 problèmes majeur sur cet accord. Il y a un sentiment qu'on va un peu plus vite, on danse un peu plus vite que la musique, d'une certaine manière. Ce qui se passe aux échelles régionales ne l'encourage pas à espérer pour ce qui est l'échelle continentale, même s'il est un fervent, le Nigeria a toujours été un fervent défenseur de l'Union africaine, de l'intégration africaine. Je rappelle que le Nigeria est l'un des rares pays africains qui paye rubis sur ongle sa cotisation pour financer le fonctionnement et les investissements au niveau de l'Union africaine. Donc le problème n'est pas que le Nigeria ne soutient pas l'Union africaine, mais c'est une sorte de pragmatisme de se dire si on n'y arrive pas aux échelles régionales. Un point a été fait, par exemple, en 2016 sur l'application, la mise en œuvre du tarif extérieur commun au niveau de la CEDEAO. Et moins de la moitié des pays d'Afrique de l'Ouest avaient mis en œuvre ce tarif extérieur commun. Alors, lorsqu'on regarde ce résultat, on se dit, si on n'y arrive pas à l'échelle régionale, comment va-t-on y arriver de manière magique comme ça à l'échelle africaine? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est de dire, le Nigeria sort à peine d'une période de récession. Il est encouragé par le relèvement des cours de pétrole depuis un peu plus de 6 mois, depuis juin 2017. À mettre en place une industrie nationale. Alors, mettre en place une industrie nationale, c'est dans la perspective de se projeter sur les autres marchés africains. Il y a quand même l'idée que si on ouvre les frontières, on met à mal... On ouvre à tout va les frontières, même si ce n'est pas prévu sur tous les produits. On met à mal cette politique industrielle que veut développer le Nigeria. Donc il y a des réticences aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a au moins une chance de voir le Nigeria quand même revenir à de meilleurs sentiments après avoir consulté largement, comme dit le président, le Parlement, le peuple, etc. Oui, ça c'est la troisième raison pour le Nigeria de freiner un peu, c'est qu'à l'échelle nationale, il y a effectivement des résistances.
il y a un besoin de pédagogie au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, pour convaincre les députés et les sénateurs sur le bien fondé. Il y a également la nécessité de faire des études pour démontrer l'intérêt du Nigeria à ouvrir à tout va ses frontières. Oui. Vous voyez, donc il y a cette... je ne suis pas pessimiste sur ce point, d'autant plus que, je l'ai encore dit, le Nigeria est un fervent supporter de l'Union africaine. Hervé Lado, dans quelle mesure la signature de la charte de cet accord ne sera donc pas considérée comme une grosse opération de communication? Alors, il y a de grands pays, même si Nigeria, Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, c'est encore un autre problème, c'est le calendrier électoral, mais aussi le fait que la zone Afrique australe est déjà pas mal intégrée, c'est la plus intégrée en Afrique. Hein. Oui. Il y a déjà d'importants échanges au niveau de la zone Afrique australe. L'Afrique du Sud se positionne comme le pivot à cette échelle-là et trouve, c'est une situation de rente pour ce pays qui ne voudrait pas voir d'autres venir, on va dire... se greffer sur... sur cette aubaine. Oui. Mais il y a de grands pays africains, d'Afrique du Nord notamment, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, qui adhèrent au projet. Il y a le Kenya. Il y a... Donc, au-delà du Nigeria et de l'Afrique du Sud, dont on pense que c'est une question de temps, de calendrier, il y a déjà une dynamique large qui est amorcée. Je pense qu'il va y avoir des défis. Je doute qu'on y arrive en 2022, mais la dynamique est lancée. La dynamique est lancée. Comment peut-on parler d'intégration, d'échange économique, de libéralisation totale et d'ouverture si on n'a pas d'infrastructure? Comment on transporte le manioc, le gari, les bananes plantées et tout ça? On veut démanteler des tarifs douaniers. Oui. Ça, ce que vous évoquez, c'est de l'ordre des tarifs, des barrières non tarifaires. Oui. Et l'Afrique dépense à peu près 45 milliards de dollars chaque année pour ses infrastructures, alors qu'il en faudrait 90 milliards, le double. C'est un énorme défi. Parce que clairement, si on démantèle les tarifs, les droits de douane, faudrait-il encore arriver à la frontière? Oui. Il y a de grands projets avec le NEPAD pour résoudre ce problème. Le problème, l'un des grands défis de l'Afrique aujourd'hui, c'est de tout attaquer à la fois. Oui. On a besoin d'infrastructures. Il y a tellement de chantiers. Il y a tellement de chantiers. Les infrastructures font partie de ces chantiers énormes. Mais voilà, on ne peut pas attendre qu'il y ait suffisamment d'infrastructures pour y aller. Voilà. Il va y avoir un effet comme ça, un ajustement en fonction des besoins, des urgences, pour que, avec un peu plus d'infrastructures, on arrive à faire un peu plus de commerce et ainsi de suite. Mais il y a un autre sujet par rapport à ces défis, c'est il faut profiter de cette période jusqu'en 2022 pour faire de réelles études sur l'impact négatif de cette ouverture, parce que tout n'est pas que positif. Même si la CNUSED estime que les pays, là j'évoque notamment les recettes douanières des différents pays, qui représentent souvent, parfois plus de 20% du budget de l'État. Comment va-t-on remplacer ça? Même si on sait que la part des échanges intra-africains est plutôt faible dans ces recettes douanières, il est à supposer que des importations venant de l'extérieur de l'Afrique soient substituées aux importations venant désormais de l'intérieur de l'Afrique, donc avec un impact sur la chute des recettes douanières. Donc, si les États africains vont perdre 4 milliards de dollars par an à cause de cet accord, c'est vrai, la CNUSED évoque 16 milliards de gains à terme, mais il n'est pas certain que les mêmes qui perdent soient les mêmes qui gagnent. Donc ça, c'est un vrai problème à mettre sur la table pour dire comment on organise la solidarité à l'échelle, ou l'assistance aux pays qui seront en difficulté à l'échelle africaine. Parce que tout le monde ne sera pas gagnant. Tout le monde ne sera pas gagnant. On arrive presque au terme de cette émission passionnante, mais juste une question. Quand on parle de commerce, on parle de monnaie. On sait qu'à l'horizon 2020, la CEDEAO, la zone économique ouest-africaine, va lancer sa monnaie unique. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, ça signe peut-être la mort du franc CFA dans cette zone, et ça va impacter peut-être l'Afrique centrale, non? Je ne comprends pas très bien ce qui va se passer. Probablement, si cette monnaie est lancée, l'ECO, ça va s'appeler l'ECO, est lancée en 2020, le CFA, en tout cas la partie de l'Afrique de l'Ouest du CFA n'existe plus.
Voilà. Et il y aura une implication directe sur le CFA d'Afrique centrale, dans la mesure où les deux zones, il y a une... Lorsqu'on fait confiance au franc CFA, si on n'est pas technicien, on ne fait pas la différence entre les deux zones qui sont effectivement différentes, mais qui partagent la même dénomination. Même si la dénomination technique est différente, c'est ZAF en Afrique centrale et ZOF en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a péril sur le CFA sur les 2-3 prochaines années. Si l'Afrique de l'Ouest se dote d'une monnaie, il y a des pays qui vont y gagner en termes de coordination, d'harmonisation des économies et d'appropriation de leur destin. Ça, c'est le sujet en matière de souveraineté, de prendre en charge le développement de sa propre monnaie. Mais en Afrique centrale, il va probablement y avoir une perte de confiance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre les deux francs CFA, c'est celui de l'Afrique de l'Ouest qui a la plus grande cote, la plus forte cote. Donc, si le franc CFA d'Afrique de l'Ouest disparaît au profit de l'éco, le franc d'Afrique centrale va souffrir. Et indiscutablement, on pourrait même aller vers une dévaluation. Sans doute, il faudrait penser déjà à la disparition de cette monnaie. C'est-à-dire que les pays d'Afrique centrale doivent aujourd'hui s'asseoir autour d'une table et se dire... Et réfléchir déjà. C'est quoi la période post-CFA et en la pensant à court terme. Tiens, vous me donnez une idée. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Ce serait intéressant qu'on se revoie dans un autre cadre, dans le cadre de l'entretien du jour, pour évoquer justement l'impact de la disparition du franc CFA en zone ouest africaine sur la zone de l'Afrique centrale et pourquoi pas sur cet échange de... Il y a une embellie aujourd'hui en Afrique centrale qui masque un peu les problèmes, la crise financière et économique que cette zone a connue au cours de ces derniers mois, dernières années. Il y a le relèvement des cours de pétrole depuis juin 2017 qui améliore les finances publiques dans cette zone. D'ailleurs, il y a eu une réunion la semaine dernière de la Banque centrale d'Afrique, Banque des États d'Afrique centrale, qui confirmait la sortie de cette zone, de la zone rouge. Mais ce sera très lié à l'évolution des cours du pétrole. Il faut de la diversification, il faut de l'industrialisation, il faut des produits manufacturés pour avoir une chance d'exporter et d'engranger des devises pour soutenir la monnaie. Hervé Lado, merci. Je vous promets de vous faire venir à nouveau dans cette émission pour qu'on parle de cet impact de la disparition du franc CFA dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Venu dans l'entretien du jour. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes docteur en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi chercheur associé à l'ESSEC Business School, auteur de Dynamique politico-économique dans l'histoire du Nigeria, évolution historique des rapports de force entre élite et non-élite, édition études africaines. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. Bonsoir.